Baisse de salaire de 35%? J'ai démissionné. J'ai rejoint un concurrent. Leurs opérations se sont effondrées. 8,5 M de perte. 6 clients et 4 transporteurs sont partis. 35%. C'est tout ce que Lance Murphy a dit en faisant glisser le dossier sur la table de conférence. Pas d'explication, pas de préambule, juste ces deux mots. Qui ont transformé 20 ans de ma vie en une ligne budgétaire. Je m'appelle Gareth Wells, j'ai 49 ans, et je viens de voir ma carrière réduite à néant. Moins de 10 secondes. Le plus fou, c'est que Lance pensait réellement que j'accepterais. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai commencé chez Red Canyon Distribution lorsque nous opérions depuis 3 entrepôts délabrés à Phoenix, Tucson et El Paso. C'était en 2004, et notre système informatique ne pouvait pas suivre un envoi s'il traversait les frontières sans que quelqu'un n'appelle manuellement à l'avance. Je sortais tout juste des marines, j'avais de l'expérience en logistique après avoir déplacé des fournitures en Afghanistan et en Irak, et j'avais besoin d'un emploi où personne ne me tirait dessus. Ces années militaires m'ont appris quelque chose que la plupart des cadres n'apprennent jamais, comment voir la situation dans son ensemble tout en gérant un millier de pièces en mouvement. À Kandahar, si vous calculiez mal un itinéraire de convoi de ravitaillement, des gens mouraient. En Afghanistan, les retards dus aux intempéries n'étaient pas de simples désagréments, c'étaient des décisions de vie ou de mort. Cet état d'esprit m'a bien servi dans la logistique civile. Les enjeux étaient moins élevés, mais les principes étaient les mêmes. Au cours de 20 ans, je suis devenu la personne que tout le monde appelait quand tout tournait mal. Un camion tombe en panne au milieu du désert de Sonora à 3 heures du matin. Appelez Gareth. Les douanes retiennent un envoi transfrontalier au passage de Nogales? Gareth. C'est quel courtier peut le régler en 2 heures au lieu de 2 jours? Une crue éclair emporte l'Interstate 10 entre Phoenix et Tucson? Gareth a déjà des itinéraires de secours tracés, y compris les restrictions de poids sur les ponts ruraux que la plupart des gens ignorent. Je ne gérais pas seulement les opérations, j'ai construit tout le réseau de fret. Du sud-ouest à partir de zéro. Chaque kilomètre d'autoroute de la Californie au Texas, chaque point d'étranglement qui cause des retards, chaque agent des douanes qui pouvait accélérer ou ralentir les choses, je savais tout. Lorsque les usines automobiles de Hermosillo avaient besoin de pièces juste à temps ou que leur chaîne de production s'arrêtait, leur coûtant $50 000 par heure. Mon réseau s'en chargeait. Quand la saison de la mousson frappait et que la moitié des routes de l'Arizona devenaient impraticables, j'avais des itinéraires alternatifs qui maintenaient le fret en mouvement, tandis que nos concurrents étaient embourbés. Le truc avec la logistique, c'est que personne ne la remarque tant que quelque chose ne tourne pas mal. Mon travail était de faire en sorte que rien ne tourne mal. Pendant 20 ans, j'ai repensé les itinéraires, établi des relations avec des chauffeurs qui transportaient du fret avant même l'existence du GPS, et j'ai fait en sorte que l'opération du sud-ouest de Red Canyon fonctionne plus facilement que quiconque ne l'aurait cru possible. Je savais quel centre avait besoin de personnel supplémentaire pendant la saison des moussons. Je savais quels passages frontaliers étaient les plus rapides pendant les changements de car. Je savais quels transporteurs resteraient avec nous en cas de crise et lesquels nous abandonneraient au premier signe de problème. Ces connaissances ne viennent pas de la lecture de manuels ou de la participation à des séminaires. On les acquiert en faisant le travail pendant 2 décennies et en ayant suffisamment d'attention pour bien faire les choses. On l'apprend en restant dans un entrepôt à minuit quand un envoi disparaît, et en devant trouver où il se trouve avant que le client n'appelle à 7 heures du matin. On l'apprend en bâtissant des relations avec les dockers, les chauffeurs de camions et les agents des douanes, les gens qui déplacent réellement le fret. Pendant que les dirigeants sont assis dans des bureaux climatisés à faire des présentations PowerPoint. Mais voilà ce qui m'a anéanti, je n'ai jamais demandé de choses extravagantes. Je voulais juste un leadership qui comprenne ce que je faisais réellement. La
plupart des gens ne pensent pas à la logistique tant que leurs pièces automobiles n'arrivent pas en retard et que leur mécanicien ne peut pas réparer leur camion. Derrière chaque livraison qui arrive réellement à l'heure, il y a quelqu'un comme moi qui prend un millier de petites décisions pour prévenir les catastrophes. C'est pourquoi j'ai donné tout ce que j'avais à Red Canyon. Je croyais en ce que nous construisions. Je suis resté tard lorsque les systèmes météorologiques menaçaient nos itinéraires. Je suis arrivé tôt lorsque les retards à la frontière bloquaient nos opérations de transbordement. J'ai travaillé les week-ends lorsque les pics saisonniers poussaient notre capacité à la limite. J'ai assumé des responsabilités que personne ne m'avait officiellement assignées, car l'alternative aurait été de voir le système que j'avais construit s'effondrer. Ma femme Amanda comprenait cela mieux que quiconque. Elle est infirmière à Phoenix General, donc elle saisit l'idée d'être responsable de choses qui ne peuvent pas attendre lundi. Quand je recevais des appels à 2 heures du matin pour une panne ou une fermeture de route, elle ne se plaignait jamais. Elle savait que la différence entre une livraison réussie et un désastre dépendait souvent de quelqu'un qui se souciait suffisamment pour gérer le problème immédiatement. Tu es trop loyal pour ton propre bien, me disait-elle, généralement après que j'ai passé un autre week-end à résoudre une crise qui aurait pu attendre lundi, mais n'aurait pas dû. Cette entreprise ne mérite pas ce que tu lui donnes. Il s'est avéré qu'elle avait raison. Quand quelqu'un passe des années à vous dire qu'il apprécie votre dévouement, puis vous traite comme si vous étiez jetable, ça vous affecte différemment. Cela vous fait remettre en question chaque souvenir que vous avez de cet endroit. Chaque nuit tardive, chaque week-end, chaque fois que vous avez fait plus que ce qu'on attendait de vous parce que vous pensiez que c'était important. Alors que Red Canyon passait de 3 entrepôts à 9 grands centres et 28 installations plus petites à travers le sud-ouest, mon rôle ne cessait de s'étendre. Je n'étais plus seulement un directeur. J'étais celui qui concevait à peu près tout ce qui maintenait Red Canyon compétitif. Mais je n'en ai jamais fait toute une histoire. Je faisais juste le travail parce que je tenais à le faire correctement. L'ironie, c'est que le succès m'a rendu invisible. Quand tout fonctionne sans accroc, les gens supposent que c'est automatique. Ils ne voient pas la planification, les relations, les connaissances institutionnelles qui empêchent les problèmes de se produire en premier lieu. Ils ne voient que les résultats et pensent que n'importe qui aurait pu les obtenir. La réunion qui a tout changé était prévue pour 8 heures du matin. Un mardi début mars. Les réunions matinales ne sont jamais de bonnes nouvelles. Elles sont une question de contrôle, de surprendre les gens avant qu'ils ne soient complètement éveillés et ne pensent clairement. Quand je suis entré dans la salle de conférence des cadres, Lance était déjà assis au bout de la table en verre, les mains jointes, avec cette expression que les gens ont quand ils ont déjà pris leur décision concernant quelque chose que vous ignorez encore. À côté de lui, Jessica Parker, la nouvelle COO, venue avec Lance d'une chaîne de magasins de l'Est. Jessica avait ce sourire de pratique de son programme de MBA. Le genre qui dit que les gens ne sont que des chiffres sur une feuille de calcul, et qu'elle est très douée avec les feuilles de calcul. Garrett, merci d'être venu, a dit Lance avec cette fausse voix chaleureuse qu'ils enseignent au cadre lors de séminaires de leadership. Je me suis assis en face d'eux, le soleil du matin projetant de longues ombres sur la table polie. La vue d'ici était agréable. On pouvait voir tout le complexe de Red Canyon, les camions qui allaient et venaient, la machine que j'avais construite fonctionnant parfaitement. Il a poussé un dossier vers moi. Comme s'il me tendait un menu de restaurant. Nous avons examiné les rémunérations au sein de la division des opérations. Nous avons trouvé certains domaines qui nécessitent un ajustement pour correspondre aux normes actuelles de l'industrie. Normes de l'industrie. J'avais déjà entendu cette expression pendant mes années à voir des consultants d'entreprises aller et venir. Elle signifiait toujours la même chose, nous avons trouvé un moyen de vous payer moins et nous allons l'habiller d'un langage commercial pour que cela paraisse rationnel.
J'ai gardé ma voix posée. Quel genre d'ajustement? Jessica a tapoté ça. Tablette comme si elle livrait un diagnostic médical. Votre salaire actuel est nettement supérieur à la moyenne nationale pour les directeurs logistiques et les entreprises de taille similaire. Moyenne nationale. Bien sûr. Si vous ignorez que la plupart des autres directeurs gèrent une installation, peut-être. 2. Pas un réseau multi-État avec des opérations transfrontalières et des pics saisonniers qui peuvent faire ou défaire les calendriers de production. Automobile. Si l'on ignore que ces autres directeurs n'ont pas bâti leur réseau à partir de zéro, pendant la plus grande période d'expansion de l'histoire de la logistique du Sud-Ouest, mais je l'ai laissé parler. Nous proposons un ajustement salarial, a poursuivi Lance, sa voix prenant ce ton prudent que les dirigeants utilisent lorsqu'ils sont sur le point de vous blesser. Une réduction de 35%, plus des bonus de performance liés à des économies mesurables et à des améliorations d'efficacité. Là, j'ai su qu'ils ne comprenaient rien à ce que j'avais bâti ni à la façon dont cela fonctionnait. Ils voulaient me couper un tiers de mon salaire, puis m'offrir des primes pour les aider à réduire davantage les coûts. Comme si tout le réseau ne fonctionnait pas déjà avec les marges les plus minces possibles. Entre efficacité et désastre. Comme si je n'avais pas déjà éliminé toutes les inefficacités possibles au cours des 20 dernières années. Une coupe de 35%, répétai-je doucement, laissant les mots flotter dans l'air. Lance se pencha en arrière comme si nous avions une conversation décontractée sur les projets du week-end. C'est une chance de remettre les choses à plat, de montrer au conseil d'administration que nous sommes sérieux. Quant à la gestion d'opérations allégées sur un marché concurrentiel. Remettre les choses à plat. Gérer de manière allégée. Un jargon d'entreprise pour nous. Pensons que vous coûtez trop cher et que quelqu'un de moins cher peut faire votre travail. Le plus drôle, c'est qu'ils le croyaient probablement. Les gens qui n'ont jamais réellement géré d'opérations pensent toujours que c'est plus facile que ça en a l'air. J'ai pris une grande inspiration, retenant l'envie de rire. Et si je n'accepte pas cet ajustement? Le sourire de Lance vacilla légèrement, comme une mauvaise lumière fluorescente. Alors nous devrions envisager d'autres options de personnel, des personnes capables de gérer des responsabilités similaires à un niveau de rémunération plus raisonnable. Autres options de personnel, traduction, nous vous remplacerons par quelqu'un qui travaillera pour moins cher. La menace n'était même pas subtile. Le plus drôle, ce n'était pas qu'il me menaçait, c'était qu'il croyait réellement que ça marcherait, qu'après 20 ans à bâtir quelque chose à partir de rien, j'aurais si peur de perdre un salaire que j'accepterais de me faire piétiner. J'ai regardé Lance droit dans les yeux. Donc, après 20 ans à bâtir cette opération, vous dites que ma valeur a chuté de 35% du jour au lendemain. Nous disons que l'entreprise doit s'optimiser pour les conditions actuelles du marché, a Jessica ajouté en douceur, comme si elle avait répété cette conversation devant un miroir. Rien de personnel, juste la réalité. Commerciale. Optimisée. J'avais vu des gens comme Jessica détruire des opérations entières. Parce qu'ils confondaient optimisation et simplification excessive. Ils traitaient l'expertise comme des frais généraux au lieu d'une assurance contre des catastrophes de millions de dollars. Ils voyaient des opérations fluides. Supposaient que n'importe qui pouvait les maintenir, sans jamais comprendre que des opérations fluides ne se produisent pas par hasard. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration. Ils avaient déjà décidé que j'étais un centre de coût, pas un moteur de profit. Ils voulaient que je me plie et accepte leurs conditions, pas que je me défende avec des faits gênants. Sur ce que j'apportais réellement. Dans leur esprit, j'étais juste une autre ligne dans un tableau budgétaire. Et les lignes budgétaires n'ont pas le droit de discuter de leur valeur. Lance a fermé son dossier comme un juge clôturant une procédure judiciaire. Nous avons besoin de votre réponse d'ici vendredi.
Le conseil d'administration a déjà approuvé cette restructuration, et nous avançons rapidement pour mettre en œuvre les changements. 72 heures. 72 heures pour décider si j'acceptais d'être humilié financièrement ou si je mettais un terme à 20 ans de ma vie professionnelle. 3 jours pour choisir entre avaler ma fierté et recommencer à 49 ans. Compris, dis-je en me levant lentement. Je vous donnerai une réponse vendredi. Quand je suis sorti de cette pièce, je ne suis pas retourné directement à mon bureau. J'avais besoin d'air frais, pas de l'atmosphère d'entreprise recyclée qui sent toujours l'encre de photocopieuse et le désespoir. Je suis allé sur le quai de chargement et j'ai regardé les chariots élévateurs bourdonner comme des abeilles ouvrières, les chauffeurs vérifiaient les manifestes. Les superviseurs coordonnaient le tri du matin. Aucun d'entre eux ne savait que la ruche se fissurait déjà de l'intérieur. Je suis resté là pendant peut-être 10 minutes, me remémorant les mots de Lance. Remettre les choses à plat. Norme 2. L'industrie. Optimiser les conditions du marché. Chaque phrase sonnait si propre, si calculée, si complètement déconnectée de ce que je faisais réellement chaque jour. Des gens comme lui prennent des décisions. Depuis des salles de conférences remplies de graphiques et de projections. Des gens comme moi empêchent les entreprises de s'effondrer dans le monde réel, où les camions tombent en panne, la météo ne suit pas les prévisions, et les clients ne se soucient pas de vos excuses lorsque leur fret n'arrive pas. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident. Lance n'avait jamais réellement géré quoi que ce soit. Il avait géré des gens qui géraient des choses. Bien sûr, il avait optimisé des opérations que d'autres personnes avaient construites, mais il n'avait jamais été celui qui, à minuit, dans un entrepôt, essayait de trouver comment rediriger 50 000 colis parce qu'un pont s'était effondré. Il n'avait jamais eu à expliquer à un client pourquoi son envoi crucial était retardé, ni à convaincre un transporteur de faire un enlèvement d'urgence qui n'était pas dans leur contrat. De retour à mon bureau, je n'ai ni paniqué ni eu pitié de moi. Quand la vie vous donne un coup de poing, la pire chose à faire est de se figer et d'espérer que quelqu'un d'autre le règle. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau où je gardais 20 ans de preuves, chaque évaluation de performance, rapport opérationnel, étude d'efficacité et analyse de réduction des coûts que j'avais produits. Pas une collection sentimentale de souvenirs, mais des preuves concrètes, des preuves de chaque dollar que j'avais économisé à Red Canyon. Chaque crise que j'avais évitée, chaque catastrophe que j'avais discrètement détournée avant qu'elle n'apparaisse sur le radar de quiconque. Des taux de rétention des contrats qui restaient supérieurs à 95% grâce aux relations avec les transporteurs que j'avais établis à partir de zéro. Des goulets d'étranglement saisonniers éliminés grâce au modèle de capacité que j'avais développé par essai et erreur. Des millions de pertes potentielles évitées parce que j'avais décelé les problèmes de routage avant qu'ils ne se transforment en cauchemar de conformité fédérale ou en défection de clients. La documentation racontait une histoire que Lance et Jessica ne pouvaient pas voir depuis leurs feuilles de calcul. Comme cette fois en 2019, lorsque l'ouragan Rosa se dirigeait vers la Californie du Sud et que j'ai redirigé tout notre réseau en direction de l'Ouest 48 heures avant l'arrivée de la tempête. Pendant que nos concurrents s'efforçaient de trouver des itinéraires alternatifs. Après que leur fret ait été bloqué, nos livraisons continuaient d'avancer. Nous avons acquis 3 nouveaux clients majeurs ce mois-là auprès d'entreprises dont les précédents fournisseurs logistiques les avaient laissés tomber au moment le plus critique. Ou la situation frontalière en 2021, lorsque les restrictions de CO ont créé des retards massifs à chaque passage de Brownsville à San Diego. J'avais passé des années à cultiver des relations avec des courtiers en douane des deux côtés, comprenant quels documents accéléraient le traitement et quels inspecteurs étaient raisonnables concernant les divergences de documentation. Pendant que d'autres entreprises voyaient leur fret transfrontalier rester des semaines dans les zones de rétention, le nôtre passait en quelques jours. L'ironie était parfaite.
Les opérations fluides dont Lance se vantait d'avoir hérité au cours de son premier mois, c'était mes systèmes. Il voyait tout fonctionner comme sur des roulettes et supposait que c'était automatique. Des types comme lui font toujours cette erreur. Quand les choses fonctionnent parfaitement, ils pensent que c'est facile. Quand les choses explosent, ils voient enfin les mains invisibles qui tenaient tout ensemble. J'ai ouvert mon email et j'ai cherché des noms que j'avais conservés pendant des années, VPS. Régionaux, directeurs, recruteurs de concurrents qui avaient essayé de me recruter plus de fois que je ne pouvais les compter. Des messages de Summit Logistique, Desert Star Transport, même de certains des grands transporteurs nationaux qui avaient remarqué ce que je construisais chez Red Canyon. J'avais toujours refusé. La loyauté était ma chose, mais la loyauté devient stupidité quand on est loyal envers des gens qui la traitent comme un bon de réduction. J'ai écrit 4 messages, courts, professionnels, honnêtes. Je ne me suis pas survendu ni n'ai mendié des opportunités, j'ai juste dit que j'explorais de nouvelles options et que j'étais ouvert aux discussions. J'ai mentionné que j'avais une vaste expérience du réseau du Sud-Ouest et un historique de création d'opérations rentables à partir de zéro. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai appelé Amanda. Elle était entre 2 quarts de travail à l'hôpital, prenant un café dans la salle de pause. Ils l'ont fait, dis-je sans préambule. La baisse de salaire. Sa voix était fatiguée mais pas surprise. Nous nous y attendions. Depuis l'arrivée de Lance avec son équipe de consultants et leurs études d'efficacité. 35%. Ils veulent que j'accepte une baisse de 35% et que je sois reconnaissant de l'opportunité de gagner des bonus en les aidant à réduire davantage les coûts. Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Amanda avait vu suffisamment de réduction d'effectifs à l'hôpital pour savoir comment ces choses fonctionnent. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je leur donnerai une réponse vendredi. Bien. Ne les laisse pas te forcer à décider tous deux. Suite. Elle a fait une pause, et j'ai pu entendre quelqu'un piquer un médecin. En arrière-plan. Garrett, on s'en sortira. Quelle que soit ta décision. Les enfants vont bien. La maison est presque payée. Et j'ai un travail stable. Ne les laisse pas te faire peur. Voilà ma femme. 22 ans de mariage et elle sait toujours exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Pas de sympathie, pas d'indignation en mon nom. Juste les faits importants. Nous avions bâti une vie solide ensemble, et elle ne s'effondrerait pas parce que des dirigeants d'entreprise ne comprenaient pas ma valeur. Je vais envoyer quelques emails, lui dis-je. Tâter le terrain, voir ce qu'il y a d'autre. Il était temps. Tu aurais dû le faire il y a 5 ans quand Morrison essayait de te recruter. Elle avait raison. Morrison avait été vice-président des opérations chez Summit Logistique et avait clairement indiqué qu'ils adoreraient avoir quelqu'un avec mon expérience et mon réseau. Je l'avais refusé parce que je croyais que Red Canyon était aussi ma compagnie. Que toutes les années que j'avais investies signifiaient quelque chose au-delà d'un simple salaire. J'ai hésité au-dessus du bouton envoyer pendant peut-être 10 secondes. Non pas parce que je doutais de ma valeur, mais parce qu'il est difficile de s'éloigner de quelque chose que l'on a bâti, même si rester signifie accepter que cela n'a jamais vraiment été à soi en premier lieu. J'ai appuyé sur envoyer pour les 4 messages, et tout de suite, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Un soulagement net, constant, remplaçant la piqûre que Lance avait tenté de me porter. En moins de 2 heures, j'avais des réponses de 3 des 4 entreprises. En moins de 6 heures, j'avais des entretiens téléphoniques préliminaires programmés avec Summit et Desert Star. Le mercredi après-midi, je me rendais au siège de Summit à Tampa pour une rencontre en personne avec Carl Davison, leur PDG. Carl était tout ce que Lance n'était pas. Cinquantaine, vif, il avait commencé dans la logistique comme docker, comprenait les opérations de A à Z. Il avait
Transformer ce mythe d'un petit transporteur régional en un acteur majeur du fret. Dans le sud-ouest. Quand je suis entré dans son bureau, les murs étaient couverts de cartes d'itinéraires, de certifications de transporteurs et de photos d'installations en construction. C'était quelqu'un qui comprenait ce que nous faisions réellement pour vivre. Gareth Wells, a-t-il dit en se levant de derrière un bureau couvert de manifestes d'expédition et de rapports de capacité. J'espérais avoir cette conversation depuis environ 5 ans maintenant. Nous avons parlé pendant 2 heures, non pas de salaire ou d'avantages, mais de logistique, des défis des opérations transfrontalières, de la complexité de gérer les pics saisonniers. Des relations qui font la différence entre succès et échec. Karl comprenait qu'une bonne gestion des opérations ne consiste pas à suivre des procédures. Il s'agit de prévenir les situations où les procédures s'effondrent. Nous nous développons agressivement dans la logistique automobile, m'a-t-il dit, le marché de la livraison juste à temps. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprend qu'une seule livraison manquée peut arrêter toute une ligne de production. Je connaissais ce marché de fond en comble. Red Canyon gérait la livraison de pièces pour 3 grandes usines d'assemblage, et j'avais conçu les protocoles de routage qui maintenaient leur chaîne en fonctionnement. Que voudriez-vous de moi, ai-je demandé. Vice-président exécutif des opérations du Sud-Ouest. Vous auriez une autorité totale sur le routage, les relations avec les transporteurs et les opérations des installations, de la Californie au Texas. Construisez-le comme vous pensez que cela devrait fonctionner. L'offre qu'il m'a faite était de 45% de plus que mon salaire actuel chez Red Canyon, plus une participation au capital et des bonus de performance liés à la croissance, et non à la réduction des coûts. Il voulait se développer, pas rétrécir. Il valorisait l'expérience, pas la jeunesse. Il comprenait que les bonnes personnes coûtent de l'argent parce que les mauvaises coûtent plus cher. Je lui ai dit que j'aurais besoin de jusqu'à vendredi pour lui donner une réponse, même si je savais déjà quelle serait cette réponse. Le vendredi matin a été différent, plus net. Je suis entré chez Red Canyon, sachant que c'était mon dernier jour en tant que directeur des opérations. Et d'une certaine manière, cela rendait tout plus clair. Ma lettre de démission était posée sur mon bureau. Comme une promesse que j'étais prêt à tenir. Je l'ai ramassée et je suis allé directement à l'étage des cadres. L'assistante de Lance a levé les yeux, surprise de me voir sans rendez-vous. Il est temps. Réunion avec l'équipe d'examen trimestriel. Croyez-moi, il voudra prendre celle-ci, dis-je, et j'ai poussé la porte de la salle de conférence avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Lance et Jessica ont levé les yeux des graphiques qu'ils examinaient, leurs expressions passant de l'agacement à un professionnalisme fin. 4 autres dirigeants que je ne reconnaissais pas étaient assis autour de la table. Probablement d'autres consultants amenés pour optimiser des choses qu'ils ne comprenaient pas. J'ai posé l'enveloppe juste devant Lance. Ma décision. Dis-je simplement. Lance a hésité avant de l'ouvrir, comme s'il sentait que cela n'allait pas se passer comme il l'avait prévu. Quand il a lu la première ligne, ses sourcils se sont levés. Vous démissionnez. Avec effet dans 2 semaines. Je ferai en sorte que tout soit transféré correctement, ai-je confirmé. Il a cligné des yeux, comme si cette possibilité ne lui était jamais venue à l'esprit. Gareth, nous pensions que vous prendriez le week-end pour y réfléchir. L'ajustement n'était pas gravé dans le marbre, c'était un point de départ pour la discussion. J'ai failli rire à voix haute. Lance, ce n'était pas une discussion. C'était un message, et je l'ai entendu haut et fort. Jessica s'est penchée en avant. Avec ce ton artificiellement doux que les cadres utilisent lorsqu'ils réalisent qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Je suis sûr que nous pouvons trouver des conditions qui reconnaissent votre expérience tout en respectant nos contraintes budgétaires. J'ai secoué la tête. Vous aviez 20 ans pour le faire. Un silence a rempli la pièce comme de la poussière retombant après une explosion.
Non pas un silence hostile, juste le calme qui s'installe quand tout le monde réalise que la conversation est terminée. Sauf que ce n'était pas ma démission qui planait dans l'air, c'était la leur. Nous avons des managers compétents qui peuvent prendre en charge vos responsabilités, a dit Lance, sur la défensive maintenant. Cela ne sera pas aussi perturbateur que vous le pensez. Vous avez raison. Ai-je acquiescé? Vous ne remarquerez rien aujourd'hui ou demain. Peut-être. Même pas la semaine prochaine. J'ai laissé cela s'imprégner une seconde. Mais vous le remarquerez. J'ai vu son visage tressaillir légèrement. Êtes-vous en train de dire que l'opération ne peut pas fonctionner sans vous? Je dis que les systèmes ne fonctionnent pas uniquement avec des papiers. J'ai répondu calmement. Vous venez d'éliminer les connaissances institutionnelles qui empêchaient cet endroit de s'effondrer sous sa propre complexité. Où allez-vous? A-t-il finalement demandé. Summit Logistique. Ils m'ont offert le poste de vice-président exécutif des opérations du Sud-Ouest. Je vais construire leur nouveau réseau de logistique automobile à partir de zéro. La couleur a quitté le visage de Jessica. Elle a soudainement compris ce que cela signifiait. Summit n'était pas juste un autre concurrent. C'était la menace à la croissance la plus rapide de Red Canyon en matière de logistique automobile. Et maintenant, ils allaient avoir l'homme qui avait conçu les opérations les plus rentables de Red Canyon. J'aurai les documents de transition terminés en fin de journée, ai-je dit en me levant. Après cela, le réseau est tout à vous pour l'optimiser. En sortant de là, je n'ai pas eu l'impression d'avoir remporté une grande victoire. Juste un soulagement, comme de déposer enfin un sac lourd que j'avais porté pendant des années sans réaliser combien il pesait. Ma période de préavis de 2 semaines a été comme assister à un accident de train au ralenti. Pas le genre qui s'annonce avec de grands fracas, mais le genre silencieux où les choses commencent à s'effondrer pièce par pièce jusqu'à ce que tout le système s'écroule. Dès le lundi de ma première semaine, la première fissure est apparue. L'un des analystes de routage, quelqu'un que Lance pensait capable de gérer mes responsabilités, a approuvé une consolidation de fret entre nos hubs de Phoenix et d'Albuquerque sans vérifier les restrictions de poids pour ce corridor. Tout responsable des opérations du Sud-Ouest qui fait cela depuis plus d'un mois sait que ces limites changent saisonnièrement en fonction des conditions routières. Ce matin-là, 2 de nos camions ont été arrêtés par des inspecteurs du DOT parce qu'ils étaient en surcharge. Les amendes étaient gérables, mais le retard a signifié que nous avons manqué notre fenêtre de livraison pour un client majeur de pièces automobiles. Un seul retard en soi n'est pas la fin du monde, mais en logistique, les retards ne restent jamais isolés. Ils se propagent comme des fissures dans un pare-brise. Le mardi a apporté le problème numéro 2. Notre tri d'entrée à El Paso a été complètement bloqué parce que des conteneurs qui devaient aller à Phoenix ont été envoyés à Tucson par erreur, sans le système de rééquilibrage de charge prédictif que j'avais développé au cours d'années d'essais et d'erreurs. Ils ont juste jeté plus de camions sur le problème au lieu de le résoudre. Réellement. Le résultat? Tucson a été submergé. El Paso a été paralysé. Phoenix a manqué de fret et chaque installation en aval en a subi les conséquences. Le réseau de fret fonctionne comme la circulation sanguine. Si une artère est obstruée, tout le corps en souffre. Le 5e jour a apporté la véritable catastrophe. Le nouveau coordinateur des opérations a approuvé un changement de transporteur au milieu du mois sans comprendre nos contrats saisonniers. Il pensait pouvoir économiser de l'argent en déplaçant 2 voies automobiles majeures vers un transporteur régional moins cher. Le problème était qu'il ne savait pas que les terminaux de ce transporteur étaient toujours en retard de traitement pendant la saison des pics du printemps. Il n'avait pas non plus vérifié les prévisions météorologiques qui annonçaient des tempêtes traversant l'Oklahoma et le nord du Texas, des tempêtes que j'aurais automatiquement évitées. En 24 heures, nous avions un arriéré de près
De 18 000 colis, 5 centres de distribution clignotant en rouge sur tous les tableaux de bord et des avis de violation de contrat de 2 clients réputés. Pour leur patience zéro face aux défaillances opérationnelles. 10 semaines plus tard, j'étais installé chez Summit Logistique et j'adorais chaque minute. Pour la première fois depuis des années, je construisais quelque chose de nouveau sans avoir à me battre pour chaque ressource ou à justifier chaque décision auprès de personnes qui ne comprenaient pas le travail. Carl Davison m'a donné l'autorité complète sur les opérations du Sud-Ouest et le budget pour bien faire les choses. Summit voulait mon expérience, mes relations, mes systèmes. Il n'hésitait pas à le dire non plus. J'étais en train de finaliser notre nouvelle division de logistique automobile quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Garrett, a dit la voix, et j'ai tout de suite perçu la tension s'élance. Pendant quelques secondes, je n'ai pas répondu. L'effondrement devait être devenu suffisamment grave pour qu'il ne puisse plus le cacher au conseil d'administration. J'aimerais discuter de votre retour chez Red Canyon dans un rôle de cadre supérieur. Un choix de mots intéressant. Compte tenu de l'état de leurs opérations. J'écoute, dis-je. Au cours des dernières semaines, nous avons rencontré des difficultés opérationnelles. La transition ne s'est pas déroulée aussi bien que prévu, et il est devenu clair que le réseau nécessite des connaissances que, il a fait une pause, ravalant sa fierté, que vous seul possédez. Je me suis adossé à ma chaise, regardant l'étage des opérations parfaitement organisées de Summit. Qu'est-ce que vous proposez, Lance? Vice-président exécutif des opérations, autorité complète. Sur la logistique du Sud-Ouest. Votre rémunération serait intégralement rétablie et augmentée de 45% par rapport à votre niveau précédent, plus une participation au capital. Le désespoir dans sa voix me disait que ce n'était pas de la générosité, mais une nécessité. Lance, dis-je lentement. Vous m'avez proposé une baisse de salaire de 35% parce que vous pensiez que quelqu'un de moins cher pouvait faire mon travail. Qu'est-ce qui a changé? Il a expiré longuement. Nous avons sous-estimé la complexité de ce que vous aviez construit. Le Conseil comprend maintenant que votre supervision était essentielle à nos opérations. Je n'ai pas demandé quelle catastrophe spécifique les avait convaincus. Je savais déjà par des contacts de l'industrie que Red Canyon avait perdu 4 clients automobiles majeurs et faisait face à 8,5 millions de dollars de pertes opérationnelles sur 2 trimestres. J'apprécie l'offre, dis-je. Mais j'ai trouvé mieux. Garrett, s'il vous plaît, c'est plus qu'une question de Red Canyon. L'ensemble du réseau de fret du Sud-Ouest a besoin de stabilité. J'ai donné 20 ans à Red Canyon. Vous avez évalué cela à une réduction de 35%. Vous n'avez pas le droit de parler de loyauté quand vous vous noyez. Qu'est-ce qu'il faudrait, a-t-il finalement demandé, sa voix se brisant. Il faudrait remonter le temps, avant que vous ne décidiez que mon expérience était une charge plutôt qu'une infrastructure. Long silence. Puis, je comprends, et il a raccroché. 3 mois plus tard, Summit a acquis les actifs de Red Canyon pour 30 cents par dollar. Je suis devenu président régional des opérations combinées du Sud-Ouest, gérant tout ce que j'avais initialement construit, plus les innovations et le soutien financier de Summit. Ces jours-ci, j'ai 2 choses encadrées au mur de mon bureau. À gauche, le mémo de Lance proposant ma réduction de salaire de 35%. À droite, les prix de l'industrie que Summit a reçu pour avoir conçu le réseau logistique automobile le plus efficace du Sud-Ouest. Ce contraste raconte toute l'histoire. Une entreprise me voyait comme une charge à éliminer. L'autre me voyait comme une infrastructure dans laquelle investir. La différence entre ces perspectives a coûté 8,5 millions de dollars de pertes à Red Canyon et est devenu le fondement de la domination de Summit sur le marché. Parfois, les gens appellent cela restructuration d'entreprise ou optimisation,
mais je sais ce que c'est vraiment, la leçon coûteuse que les entreprises apprennent lorsqu'elles confondent réduction des coûts et création de valeur. Red Canyon l'a appris à ses dépens. Je me suis juste assuré de ne pas être là pour payer le prix de leur éducation. La leçon la plus dure que j'ai apprise. À 49 ans, ce n'est pas que les entreprises ne valorisent pas la loyauté. C'est que votre valeur n'est pas déterminée par qui est prêt à la payer, mais par qui est prêt à y investir. Quand on a passé des décennies à bâtir quelque chose de ses mains et de son esprit, partir, ce n'est pas abandonner. C'est finalement comprendre que la fondation que vous avez construite peut supporter quelque chose d'encore plus grand ailleurs. J'ai froid. Je saigne. Lentement, je m'éteins. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien. Le froid s'est installé dans mon cœur, comme l'hiver vivant dans mes veines. Chaque souffle semble engourdi et fragile. Chaque sourire cache juste la douleur. Je me brise doucement en silence, tombant lentement sans un bruit. Pourtant, je continue à dire que je vais bien, pendant que mon monde brûlé s'écroule. Je suis figé ici. Je saigne lentement, mourant petit à petit à l'intérieur, mais je chuchote encore tout va bien, juste pour t'empêcher de partir. Je suis brisé, mon amour. Mais ne t'inquiète pas, je ferai semblant jusqu'à mon dernier souffle. Même si mon âme musique s'éteint, je dirai que tout va bien. Peut-être que la douleur a appris à vivre ici. Peut-être que la tristesse se sent comme chez elle. Alors je porte mes blessures comme une armure, et je les survis seul. Je suis figé ici. Je saigne lentement, mourant petit à petit à l'intérieur. Mais je chuchote. Encore tout va bien, juste pour t'empêcher de dire adieu. Je suis brisé, mon amour. Mais ne t'inquiète pas, je ferai semblant jusqu'à mon dernier souffle. Même si mon âme s'éteint, je dirai que tout va bien. Si jamais tu me vois sourire, sache que c'est musique juste ma dernière défense. Parce que parfois, l'amour signifie cacher à quel point on souffre. Non, je suis figé ici, je saigne lentement musique et chant, mourant petit à petit à l'intérieur, mais je chuchote encore tout va bien, juste pour t'empêcher de dire adieu. Je suis brisé, mon amour, mais ne t'inquiète pas, je ferai semblant. Jusqu'à mon dernier souffle, même si mon âme s'éteint, je dirai que tout va bien. C'est bon. Oh, ils disent juste d'oublier, de passer à autre chose, comme si c'était facile. Mais t'oublier, c'est comme se souvenir de quelqu'un que je n'ai jamais vu. J'ai essayé de t'effacer des recoins de mon esprit. Mais plus musique me bat, plus tu es difficile à laisser derrière. Chaque souvenir glisse à travers les fissures que j'essaie de fermer, comme un visage dont je devrais me souvenir. Musique mais que je ne connaîtrai jamais. T'oublier semble impossible. Comme courir après quelque chose que je ne peux pas retenir. Comme essayer de me souvenir de quelqu'un que je n'ai même jamais connu. Je continue de chercher dans le silence un passé que je ne peux défaire. Car laisser partir ce que nous avons, c'est comme perdre quelque chose de vrai. Chaque instant se fragmente. Chaque pensée s'estompe en bleu. Comme si je cherchais un sentiment qui ne mène toujours qu'à toi. T'oublier semble impossible. Comme courir après quelque chose que je ne peux pas retenir. Comme essayer de me souvenir de quelqu'un que je n'ai même jamais connu. Je continue de chercher dans le silence un passé que je ne peux défaire. Car laisser aller ce que nous avions, c'est comme perdre quelque chose de vrai. Oh, si je ne t'avais jamais rencontré, peut-être que je saurais juste comment guérir. Mais maintenant, chaque moment vide me rappelle encore ce qui est réel. T'oublier semble impossible. Musique et chant comme courir après quelque chose que je ne peux pas retenir. Comme essayer de me souvenir de quelqu'un que je n'ai même jamais connu. Je continue de chercher dans le silence un passé que je ne peux défaire. Car laisser partir ce que nous avions,
C'est comme perdre quelque chose de vrai.